Bonjour à tous, bienvenue. On attend encore quelques minutes. Il y a des personnes qui sont encore en train de se connecter, mais c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, on va lancer officiellement ce webinaire d'ici 1 minute. Comme ça, on laisse la chance aux retardataires de nous rejoindre. Et merci à tous pour le temps que vous nous accordez. On est heureux d'être là avec vous. Pour information, avec moi aujourd'hui, il y a Gurvan de la Fédération européenne de sport entreprise. Et il y aura également en invité spécial Aurélie Bézot du point d'information Erasmus Plus Sport qui nous expliquera un petit peu tout ce qu'elle fait dans l'accompagnement des projets et on aura la chance d'avoir son éclairage également. Voilà. Je ne sais pas, Gurvan et Aurélie, si vous voulez faire juste un petit coucou comme ça permet de s'assurer que nos participants vous voient et vous entendent. Honneur à toi, Aurélie, vas-y. Merci Gurvan. Oui, ravie de faire ce premier webinaire sur les coulisses d'un projet sport initié par la Fédération française et européenne du sport entreprise. Et ravie de voir qu'il y a autant d'intérêt. Bonjour à tous de mon côté. Merci également d'être présent parmi nous. Donc, on est à l'occasion des Erasmus Days. On va tâcher aujourd'hui, et avec beaucoup d'humilité, d'essayer de vous donner quelques clés autour des programmes Erasmus+. Vous n'êtes pas tous, à mon avis, au même niveau de connaissance et d'expérience au niveau de ces projets-là. Mais nous, on ne va pas se concentrer sur la partie technique, vous expliquer le programme Erasmus+. Je laisse ce job à Aurélie dans un temps second webinaire. Nous, l'idée, c'est plutôt de vous introduire un peu de manière concrète comment ça peut se matérialiser, à quoi ça peut ressembler un projet européen type Erasmus+, et comment nous, au sein de la Fédération française ou de la Fédération européenne, on a organisé tout cela et comment on travaille. Donc, encore une fois, ce ne sont que des exemples et on espère des bonnes pratiques. Il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, on a quand même un peu d'expérience sur ces projets-là. Avec la Fédération européenne, on en est à notre 4e projet en tant que leader sur le volet Erasmus+. Sur la Fédération française, un seul en tant que leader. Et au total, sur les 2 fédérations, une petite dizaine en tant que partenaire. Donc, on commence un petit peu à connaître ces projets et à les apprécier de plus en plus. Donc, je laisse Carole peut-être compléter mes propos d'introduction. Et ensuite, on va se lancer sur le projet. Tu l'as très bien fait, Gurvan. La petite chose qu'on peut rajouter, évidemment, c'est comme d'habitude, pour tout le monde, j'imagine, désormais, on connaît les règles de bienséance sur ces webinaires, de couper les micros quand on n'intervient pas. Évidemment, on a prévu un temps de questions et réponses à la fin. N'hésitez pas à utiliser l'outil de chat pour poser vos questions au fur et à mesure. C'est l'occasion aussi de remercier Nathan qui est là avec nous pour la fédération, pour d'une part faire un petit peu de live tweet, pour faire connaître ce qui sera dit aujourd'hui, et puis aussi pour un peu modérer les questions du chat, et nous on va s'efforcer d'y répondre par la suite. Donc voilà, aujourd'hui, notre souhait, comme Gurvan l'a dit, c'est vraiment de vous faire découvrir les possibilités qui sont offertes par Erasmus+ Sport, de par le biais de notre expérience. S'ajouter à ceci un retour d'expérience et surtout échanger avec vous. Et juste avant de débuter et de vous présenter les projets dont Gurvan a très brièvement parlé, on a un petit sondage simplement parce que c'est aussi plus sympa de... Alors, je ne peux pas le lancer, mais on va faire ça par le chat, c'est pas grave. C'est juste, dans le chat, si vous pouvez nous dire si vous avez déjà une expérience de projet Erasmus+, et si c'est quelque chose qui vous fait peur ou non. Donc, votre expérience par rapport au projet Erasmus+, et dans un second temps, est-ce que quand on vous dit Erasmus+, quelle est la première impression qui vous vient? Quelque chose d'excitant, quelque chose vers lequel vous voulez aller, quelque chose qui vous fait peur? L'objectif, c'est simplement qu'on puisse aussi adapter notre niveau de détail dans les réponses qu'on va vous donner. Voilà. C'est les aléas du direct. On est connecté différemment sur les outils et je n'ai pas accès au questionnaire, mais on va utiliser le chat et c'est pas grave. Hop.
Merci Isabelle, en tout cas, de lancer l'interaction et on reviendra dessus au fur et à mesure. Gurvan, je te propose de lancer la présentation des projets. J'ai la lourde tâche de lancer cela. Par rapport à cette présentation, pour votre information, elle est également enregistrée. Un replay sera sûrement disponible. Et vous aurez également nos coordonnées, que ce soit à Carole, à moi, également à Aurélie, à la fin de cette présentation. Donc, s'il y a des questions, entre guillemets, plus techniques sur le volet Erasmus+, comme j'ai dit, qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous. Ensuite, on essayera, dans la limite de nos disponibilités, d'essayer d'être le plus aidant possible. Alors moi, je vais vous présenter 2 projets qui ont été menés par la Fédération européenne du sport d'entreprise. Les deux dans le cadre du programme Erasmus+. Le premier qui s'appelle EMA pour Healthy Employee Mobile and Active et le deuxième qui sera le projet WAC pour Workplace Active Certification. C'est 2 projets qui sont relativement différents. Pour ceux qui connaissent un peu le programme Erasmus+, s'adresse à différentes catégories. Il y a 3 catégories principales. Les partenariats collaboratifs, les petits partenariats collaboratifs et ce qu'on appelle les not-for-profit events, qui sont en gros des événements physiques. Au sein même de cette catégorie, il y a ensuite des sous-catégories. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans le cadre de ce projet EMA, on a fait le choix de s'inscrire dans la catégorie collaborative partnership. Très vite, la catégorie partnership, 2 règles principales, de mobiliser autour de soi, nous en tant que leader, donc le FCS, on doit forcément avoir ce qu'on appelle un consortium dans le langage Erasmus+. Ce consortium doit se composer d'au moins 5 organisations issues de 5 nationalités différentes. On reviendra après là-dessus, qui peut être l'une des principales difficultés, on va dire, au montage de projet. Ce projet EMA, c'est un projet qui dure 3 ans, qui a démarré en 2019 et qui se terminera fin 2021. Donc, on est pratiquement pile à la moitié. Les objectifs de ce projet-là, ils étaient doubles. Moi, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu juste quel type d'activités sont mises en place pour qu'aussi ça puisse vous inspirer peut-être dans le cadre de futures candidatures et savoir ce qui peut être finançable ou organisable ou non. Ici, on est vraiment dans le champ de l'entreprise, hein, comme vous l'avez compris, en tant que fédération qui travaille sur ces sujets du sport en entreprise. Nous, le milieu professionnel est bien entendu notre cible principale. On n'aurait pas d'intérêt à aller sur des sujets comme le sport scolaire ou le sport universitaire. Dans ce projet EMA, l'originalité, j'ai envie de dire, c'est qu'on cherche à associer tout ce qui est schéma de mobilité active, la marche, le vélo, à des schémas plus classiques d'activité physique. Par rapport au consortium que l'on avait mené, les partenaires de ce projet-là étaient vraiment issus de champs très variés. Vous allez voir, dans le projet WAC, c'est exactement la même chose. C'est volontaire de notre part. On veut vraiment des partenaires aux expériences qui sont diamétralement opposées et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, parce qu'on pense justement que c'est ce qui fait la richesse des projets et ce qui nous permet d'avoir beaucoup de networking et beaucoup de choses originales à ressortir. Donc, parmi les partenaires, je peux citer par exemple, dans ce projet-là, il y a l'Université de Coimbra au Portugal, il y a la Fédération européenne des cyclistes, il y a la Chambre de commerce de Corinthe, il y a la municipalité de Daugavpils en Lettonie, qui est la 3e ville lettonne, il y a la plateforme européenne du sport et de l'innovation. Et donc, au sein de ce projet EMA, on a décidé de mener plusieurs activités. Les 3 activités, elles se résument principalement autour de 3 phases. La première phase, que j'appelle plutôt une phase de recherche et d'études, donc qui correspond au début du projet. 2 actions principales. Dans un premier temps, un champ plutôt universitaire, plutôt un champ de recherche, qui était un diagnostic et un état de l'art de tout ce qui a pu être écrit autour de l'activité physique et de la mobilité en entreprise. Donc, beaucoup d'études, d'articles scientifiques, de revues littéraires. Et ensuite, là, on est en plein dedans. On a lancé au début du mois de septembre un sondage qui s'adresse en 2 parties. Un qui s'adresse plutôt aux employés et un qui s'adresse plutôt aux employeurs. Pour d'abord avoir un diagnostic un peu de l'activité physique en entreprise en Europe et d'identifier ensuite les principaux freins et leviers à la pratique. Donc,
on est en train de collecter en ce moment les réponses. Ensuite, on aura une deuxième phase qui sera plutôt une phase de mise en action, une phase concrète, on va dire, d'activité d'implémentation du sport en entreprise. Dans un premier temps, à travers la phase de recherche, on a mis en exergue un certain nombre de solutions et de programmes un peu originaux autour de l'activité physique et de la mobilité. C'est bien beau d'avoir pensé que ces programmes-là sont les meilleurs, mais maintenant, il va s'agir de les tester. Et c'est pour ça qu'on a un programme pilote en France, en Belgique et en Lettonie. En France, au sein d'une très grande entreprise. En Belgique, au sein d'une collectivité territoriale. Et en Lettonie, autour d'une zone d'activité économique, histoire d'avoir aussi une représentativité. Et on a lancé aussi, durant cette semaine européenne du sport, un grand challenge connecté pour joindre un peu le lien entre la recherche et la pratique, puisqu'on a invité les salariés européens à se connecter à une application mobile qui mesurait leurs pas à travers la marche, le vélo et la course. Et enfin, pour terminer sur ce projet Emma, il y a ce qu'on appelle la phase de dissémination et d'héritage, qui sont des mots, si vous êtes adepte ou si vous allez l'être, des projets Erasmus+, qui reviennent extrêmement souvent. C'est-à-dire comment est-ce qu'on assure la promotion de ce projet-là pendant le projet, mais comment on l'assure également après. Et par exemple, nous, on a fait le choix de faire une grande conférence à Bruxelles à la fin du projet durant la Semaine européenne du sport 2021. Donc, on était bien content que ça n'ait pas lieu cette année parce qu'on aurait été bien embêtés. On espère que l'année prochaine, on aura une belle conférence avec les pouvoirs publics, avec le monde économique, le monde politique, le monde sportif, pour savoir comment est-ce qu'on peut associer sport et mobilité aujourd'hui pour faire bouger les citoyens européens. Donc, voilà un petit peu très rapidement pour le programme Emma. Si vous avez des questions, je vous invite à aller voir le site et à ne pas hésiter surtout à me contacter. Je laisse ensuite la parole à Carole pour le projet Swing. On essaye d'être mobile sur la présentation également. Pour le projet Swing, de la même manière, c'est aussi un projet de collaboration. On a 10 partenaires qui viennent de partout dans le monde, leurs logos sont en bas. On a poursuivi aussi la même logique, c'est-à-dire rassembler des partenaires qui viennent d'horizons différents, et notamment pour la première fois sur Erasmus+, un partenaire américain. Ça a eu son intérêt et ses challenges, mais on pourra revenir dessus. L'idée de Swing, Supporting Women in Achieving Their Goals, c'est de travailler sur la gouvernance du sport et d'y amener plus de diversité, et notamment en travaillant sur sur l'accès des femmes à ces postes à responsabilité. Pour faire court, un programme de 3 ans, et on a différentes actions sur lesquelles je vais revenir, mais grosso modo, l'idée d'un diagnostic, de mettre en place un concept et puis de faire un pilote pour tester une partie du concept. 3 ans, ça paraît long et c'est aussi très court. Sur les partenaires, on a une université, on a également des représentants de femmes chefs d'entreprise ou à des postes de dirigeantes, c'est PWN et Femmes Chefs d'entreprise Monde. Et ensuite, on a fait le choix d'avoir des partenaires qui soient représentants du sport au niveau local, donc des clubs multisports, mais aussi également au niveau national et au niveau européen. On a le plaisir d'avoir avec nous, par exemple, la Fédération européenne de hockey, qui est la seule fédération olympique à avoir à sa tête, à sa présidence, une femme. Quel est le modèle derrière Swing? Également, l'idée de partager ceci, c'est de pouvoir vous donner une idée de la logique qu'il peut y avoir derrière certains projets européens. Donc, tout ce qu'on met au pot de ce projet européen, c'est une partie finance qui viennent de différentes structures et particulièrement des fonds européens, les ressources humaines de l'ensemble des partenaires, mais aussi des mentors, et puis toute la production intellectuelle que l'on va faire ensemble. Ça nous permet d'alimenter la machine Swing sur les 3 ans du projet, durant lesquels on a sélectionné des mentees qu'on accompagne, donc des femmes à potentiel pour être élues, où on va les exposer à des role models, on va les équiper avec des outils, on va les engager dans une campagne de communication, et puis à la fin, on leur donne les clés du camion, puisque l'idée, c'est qu'elles soient élues, donc il faut aussi qu'elles mènent leur campagne. Tout ça pour, à la fin, comment on mesure ce projet, les outputs, la production, c'est le nombre de participants, le nombre de pays et d'organisations qu'on a pu toucher, le nombre d'heures de soutien et les modules qu'on a pu faire, la campagne, le nombre de personnes qui seront élues.
on aura le temps d'y revenir si vous avez des questions, mais l'idée, c'est de vous montrer un peu les différentes logiques qu'il peut y avoir derrière des partenariats européens. En termes d'activité, c'est également un canevas qu'on va poursuivre sur l'ensemble des projets qu'on vous présente. Commencer toujours par un diagnostic. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir d'où on part. On sait où on a envie d'aller avec un projet, mais c'est important quand on a tous les partenaires de savoir exactement d'où on part. En l'occurrence, là, c'est des diagnostics sur les femmes dans la gouvernance, tant au niveau du secteur du sport que du business, et puis les initiatives qui existent pour développer le leadership. On a aussi, dans ces activités qui sont financées, le développement d'un concept. Comment on fait en sorte de répondre à cette problématique du manque de diversité dans la gouvernance et d'un curriculum de formation. Un appel à participants qui inclut aussi la sélection et l'intégration. Par intégration, j'entends des sessions de présentation du projet et de, pardonnez-moi le mot me vient en anglais, de onboarding, de rassemblement des mentors puis des mentees. Ensuite, on a un programme pilote où on teste vraiment l'idée du mentorat, de l'empowerment. Actuellement, on a 20 mentees qui sont accompagnés, donc 20 mentors également, et on leur propose des formations. On a également la production de manuels de développement à destination de ces mentorés et la production, comme Gurvan tout à l'heure mentionnait, l'idée et la phase d'héritage, donc de rapports d'évaluation et de suivi qui sont inclus en tant que production intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on veut, c'est un projet pilote et on veut en apprendre le plus possible et donc faire en sorte qu'on programme dans le cadre de ce projet l'idée d'évaluer et de savoir où on va par la suite. Des événements de mobilisation, de dissémination, et puis tous les outils de communication, sites web, webinars, etc. Pour faire très court. Gurvan, je te renvoie la balle pour présenter WAC. Alors, troisième et dernier projet, comme ça vous aurez un horizon et un panel de projets assez large puisque les 3 projets sont vraiment différents en termes d'activité et en termes de production finale. Le projet WAC, Workplace Active Certification, pour le resituer, on est toujours sur un collaborative partnership avec une sous-catégorie un peu différente, encourager la pratique des activités physiques et sportives. Ici, on est sur une période de 3 ans de projet. La particularité de ce projet-là, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était un projet de 5 ans. Je m'explique. C'est en fait la continuité et la genèse derrière, c'est un autre projet qui s'appelait European Meetings of Company Sport, qui était un projet également dont le lead était par le FCS, qui s'est terminé au 31 décembre 2019. Et lors de la candidature et lors de la phase d'écriture du projet WAC, on a vraiment présenté WAC comme étant un IMOX 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails et présenter IMOX parce que là, ça risque beaucoup trop. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que pendant le programme IMOX, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est juste sur la slide, on avait organisé à la Défense, donc au Cœur de Défense, au centre de congrès. Donc la Défense, on ne présente pas, hein, le deuxième plus grand quartier d'affaires, donc vraiment le poumon du monde économique français et européen. On avait organisé une grande conférence table ronde, un village sportif, une sorte de salon également avec une vingtaine d'exposants, start-up, prestataires autour du sport et de l'entreprise. On avait eu 1000 personnes environ sur cette journée qui était pendant la semaine européenne du sport, un grand succès pour ce projet-là. Et à la fin de ce projet, l'un des objectifs, c'était de savoir, et on avait mis en évidence l'importance pour les entreprises d'avoir une sorte de label, une sorte de certification et de reconnaissance autour de la pratique d'activités physiques et sportives en entreprise. Pour 2 raisons. Parce que c'est un marché qui est relativement récent, le sport en entreprise, et que beaucoup d'entreprises qui organisaient du sport en entreprise ou qui souhaitaient le faire n'étaient pas forcément sûres du bien fondé et du sérieux de l'encadrement ou de l'efficacité des démarches qu'elles mettaient en place. Et deuxièmement, elles ont bien senti que le fait d'organiser des activités physiques et sportives en entreprise, c'était un excellent levier pour leur marque employeur et un excellent moyen d'attirer des nouveaux salariés, mais également de fidéliser ses collaborateurs actuels. Donc,
à travers une conclusion d'un projet qui dit oui, il y aurait un intérêt à créer une certification autour du sport et de l'entreprise, mais pas plus bête que d'autres. Le deuxième projet, il s'agissait de créer concrètement ce programme de certification. Et là, je ne vous cache pas qu'on a été très ambitieux, car ne connaissant pas forcément bien ce qu'était le modèle de certification. Et là, on est en plein dedans et on se rend compte que c'est un boulot un peu titanesque, mais passionnant, parce qu'on est actuellement, là, depuis le 1er janvier 2020, en train de créer un programme complet européen de certification, donc un programme qui soit durable, vraiment sérieux et vraiment adapté pour les entreprises autour de l'activité physique au travail. On travaille notamment avec une association qui est experte de la certification qui s'appelle Evaleo, qui est basée en Suisse. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que l'on écrit au niveau de cette certification, mais on n'est pas juste à déposer une sorte de label ou d'autocollant, en gros, entreprise sports friendly. On va vraiment beaucoup plus loin. On est vraiment sur un programme de certification avec de l'audit, du diagnostic. Et pour cela, on est aidé par plusieurs partenaires. Donc, comme j'ai dit, d'abord Evaleo, qui est un énorme partenaire indispensable pour ce projet-là. On est également en partenariat avec le Comité national olympique slovène, avec encore une chambre de commerce, avec le think tank Sport et Citoyenneté, avec les universités de Copenhague au Danemark et de Gand en Belgique. On a aussi le plaisir d'accueillir un gouvernement dans ce projet-là, puisqu'on a le secrétariat d'État au sport, à la jeunesse et à l'éducation de Malte. Donc, encore une fois, beaucoup de pays représentés, beaucoup de champs d'action et d'intervention très différents, et des activités qui sont aussi différentes. Donc, si je les décompose de la même manière que j'ai pu le décomposer tout à l'heure pour le projet EMA, une première phase, qui est plutôt une phase de recherche, avec un benchmark extrêmement complet qui a été fait autour des dispositifs de certification de santé, de sport ou de bien-être au travail. L'idée n'étant pas de réinventer l'eau sucrée, il y a des choses qui existent et qui sont très pertinentes. Donc, on essaie de piocher un peu partout. Il y a des initiatives qui existent au niveau local, au niveau national, assez peu au niveau européen. Donc, voilà, on a une étude un peu complète sur ce qui peut exister à l'heure actuelle. Ensuite, là, on est dans la phase qu'on appelle Pioneer Organizations, qui est en gros une sorte de pilote test. On est en train d'écrire les premiers principes généraux de notre certification. Et l'idée, c'est d'avoir dans 5 pays, donc la France, la Belgique, la Slovénie, Malte et la Grèce, 5 entreprises ou 5 organisations professionnelles, parce qu'on a demandé à ce que ce ne soit pas uniquement, par exemple, des grandes entreprises, dont le but du jeu, ça va être vraiment de nous challenger et de nous tordre la certification dans tous les sens, de manière à ce qu'on puisse produire au moment de l'écriture, donc la deuxième phase, l'écriture des critères, du cahier des charges et des guidelines de la certification, vraiment quelque chose d'hyper solide et qui est validé et adapté pour les entreprises. Donc l'objectif ambitieux, c'est de lancer officiellement la communication et la promotion lors d'une conférence à Bruxelles durant la Semaine européenne du sport 2021. La première année de certification officielle WAC. Et durant une année, on va donc examiner les dossiers de candidature que l'on recevra. Et l'idée, c'est que pendant la Semaine européenne du sport 2022, et non pas 2020, il y a une petite coquille sur ce que j'ai pu écrire, il s'agira, et on l'espère, et ce sera une grande joie quand on y arrivera, de récompenser les premières entreprises européennes certifiées WAC. Et l'idée, comme vous le comprenez, hein, c'est pas de faire du one-shot, c'est qu'au bout des 3 ans, on continue sur une dimension héritage et on veut créer et on veut donner du long terme à cette certification. Donc, il y a un énorme travail aussi qui est réalisé pour en faire un objet sur le long terme, c'est-à-dire travailler sur un modèle économique, une forme juridique, quel réseau, quelle technique de commercialisation et de promotion. Donc, on n'y est pas, mais en ce moment, on est en plein dans l'écriture et on espère que ça va être un sujet qui va être suivi et adapté pour les entreprises. Donc, voilà un petit peu pour les présentations de projets. On va s'attarder maintenant un peu plus sur des retours d'expérience. Un petit point mi-temps, entre guillemets. On est à peu près à la mi-temps, justement, de notre présentation, de notre temps avec tous les participants. C'était juste, Gurvan, je me permettais de le faire parce que moi, j'ai eu le temps de regarder mon chronomètre pendant que tu faisais la deuxième partie de la présentation et je te rends la main. Tu as bien raison, le temps passe trop vite.
Donc, on l'a divisé en 2 phases, cette présentation retour d'expérience. Il y aura une première phase qui va être consacrée un petit peu à comment on construit un projet, ou en tout cas quelques petits conseils. Et Carole prendra la suite et conclura sur comment on le gère au quotidien. Puisque une fois qu'on l'a remporté, le plus dur commence ensuite. Donc, au niveau de la construction et de la genèse du projet, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Moi, un des éléments les plus importants, et quand j'échange avec des porteurs de projets ou des candidats à des appels à projets Erasmus+, c'est des fois un peu ce que je reproche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de logique stratégique à candidater sur des projets Erasmus+, à part le fait de se dire qu'il y a des subventions à aller chercher. Si c'est ça la réflexion autour d'un projet Erasmus+, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne réflexion, on connaît tous le contexte actuel, je dis juste que ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on avait analysé, c'est vraiment qu'il faut faire le lien entre les objectifs de l'UE, donc les objectifs politiques, surtout de la Commission européenne, et les objectifs stratégiques de votre organisation. Nous, la difficulté qu'on avait avec le FCS, c'était surtout une difficulté, on va dire, de notoriété et de pouvoir avoir accès à des decision makers et à des décideurs politiques, économiques ou sportifs de manière beaucoup plus aisée. Et la deuxième problématique que l'on avait, c'est qu'on était et on est toujours une petite structure, hein, c'est une petite fédération, on avait du mal à construire des événements d'envergure. Donc, vraiment, on a fait un point, c'était maintenant il y a 4-5 ans. On avait été accompagné, pour ne rien cacher à l'époque, par une agence de conseil et de lobbying au départ. On a candidaté sur des projets avec cette agence-là. On ne les a pas remportés. Ensuite, on a été tout seul. Alors, le travail qui avait été fait auparavant avait bien servi. Mais ensuite, on a remporté tous nos appels à projets sans cette agence. Ce qui est important de savoir, c'est que l'écriture d'un projet, la construction d'un projet, c'est long. Et il faut s'y préparer. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement du board, de vos élus, un petit peu de tous les décideurs au sein de vos organisations, parce que c'est un projet européen, moi j'ai l'habitude de dire, c'est plus ou moins 6 mois de préparation. Alors, je ne vais pas vous faire peur, ce n'est pas 6 mois où vous êtes à 100% sur le projet, parce que là, sinon je sens que tout le monde va quitter le webinaire et ce n'est pas ce que je souhaite. Si vous voulez, c'est que pendant 6 mois, il va falloir avoir des contacts réguliers avec l'agence, avec européenne ou nationale. Il va falloir faire un peu de lobbying, il va falloir faire un peu de networking, il va falloir construire son consortium et il va falloir aussi à un moment donné rentrer dans la phase d'écriture. Et la phase d'écriture, c'est environ, selon moi, un mois de boulot où pour le coup, on est assez investi. On n'est peut-être pas les mieux placés pour parler des dossiers parce que et je pense qu'Aurélie on est un peu sa hantise à chaque fois qu'on lui donne des dossiers à relire, puisque les dossiers de l'EFCS et de la FFSE ont souvent la particularité d'être extrêmement longs, extrêmement exhaustifs. C'est peut-être aussi ce qui fait notre force au moment des candidatures. Mais pour vous faire un exemple, le projet IMOX de mémoire, c'était 360 pages en comptant quelques annexes. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire 360 pages pour remporter un appel à projet européen. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que si vous en faites 10, vous ne le remporterez pas non plus. Donc, il y a certainement un juste milieu à faire. Mais la phase d'écriture est effectivement une phase qu'il faut avoir en tête, tout comme la phase de construction du consortium, qui est, à mon sens, l'un des éléments les plus essentiels d'un projet européen. L'un des éléments les plus essentiels parce que ça va avoir des conséquences énormes sur l'animation et la gestion de votre projet. Carole y reviendra après. Mais c'est surtout que ça va aussi avoir des conséquences sur vos chances de succès. De mémoire, je crois que c'est un quart de la note. C'est une note sur 100. Il y a un quart de la note qui est lié au choix et à la capacité de travail, à la méthodologie de votre consortium. Donc, si vous vous plantez là-dessus, Gurvan, juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, sur les 6 mois et pour ne pas faire peur, et en fait, tout ce qui est fait pendant la phase d'écriture doit être envisagé comme un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire que par la suite, en particulier sur les gros projets de partenariat qu'on a présentés auparavant, tout ce qui est fait là permet de partir sur des bases saines et d'être plus serein par la suite. Voilà aussi pourquoi on insiste sur un temps long qui permet la réflexion et de travailler dans la sérénité. C'est évident, tu as entièrement raison là-dessus.
Et après, sur ces projets-là, il faut avoir une vraie démarche gestion de projet. Donc, je ne vais pas vous apprendre la gestion de projet dans vos organisations, vous le savez tous. Mais c'est très important, dès la candidature, de déjà se mettre un rétro-planning et des jalons assez importants. Et je vous invite également à vous appuyer sur des relais, des gens qui connaissent bien les projets européens, des événements comme le Sport Info Day, par exemple, pour tous ceux qui veulent candidater sur des projets européens. Ça me semble indispensable d'être à l'Info Day. L'Info Day, c'est un événement qui a lieu fin janvier tous les ans. En gros, c'est la grand-messe du programme Erasmus+. La Commission européenne y présente le programme et il y a des porteurs de projets qui viennent de toute l'Europe. C'est un amphi énorme où on est tous réunis. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer cette année. À mon avis, ça va se passer en visio. Mais c'est un excellent moyen de trouver des partenaires et un excellent moyen de parler de ces projets. Quelques conseils très rapides au moment de l'écriture du projet. Le PIC number. Le PIC number, ça vous dit peut-être rien. C'est en gros votre numéro de sécu pour le programme Erasmus+. Pensez-y bien en avance parce qu'il ne suffit pas juste de cliquer sur un bouton pour avoir son PIC number. Il y a toute une démarche administrative. Il faut fournir les statuts, il faut fournir les comptes de résultats, il faut fournir un certain nombre de documents administratifs très importants. Donc, autant le faire en amont plutôt que de le faire la veille du dépôt de la candidature parce que c'est souvent trop tard. Ensuite, l'anglais, un élément très important, mais que nous, les Français, des fois, on a tendance à oublier. On peut déposer ses projets en français ou dans sa langue natale. Je ne vous cache pas, et je le comprends, que c'est quand même, à mon avis, un peu moins bien perçu. Et je pense que si vous voulez après mener le projet sur le long terme, l'utilisation et la maîtrise de l'anglais me paraissent en tout cas indispensables. La structuration de la candidature, et également, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Donc, vos évaluateurs, il faut quand même qu'ils aient quelque chose d'à peu près buvable. Donc, je vous invite à vraiment structurer sur la forme comme sur le fond vos candidatures. Vos livres de chevet, ça va devenir, si vous candidatez, le Erasmus Plus Guide et le Guideline for Applicants. Ces deux documents, pareil, qui sont assez lourds, mais qui sont très importants parce que c'est ce qui conditionne l'écriture de votre projet. Si j'avais aussi un conseil à donner pour des gens pour qui ce serait éventuellement la première expérience, c'est pas forcément y aller dès le début en tant que leader sur un collaborative partnership ou sur un not-for-profit sportsman. Je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi, ce serait mon conseil. Mais plutôt de se tester au départ en tant que partenaire sur un projet. Comme ça vous permet de bien comprendre ce que c'est le programme Erasmus+. Ou alors d'aller sur un petit partenariat collaboratif qui sont beaucoup plus faciles parce que c'est uniquement 3 partenaires de 3 pays différents. Également, ne pas abandonner s'il y a premier échec. Nous, ça nous est arrivé et au contraire, ça nous a permis de nous relever après et de proposer des candidatures de meilleure qualité. Pensez vraiment budget et staff au moment de la construction de votre candidature, c'est-à-dire pensez aux personnes qui vont être impliquées dans le projet, pensez à tous les frais que vous allez avoir à mobiliser une fois que le projet va être soutenu. Prenez compte de l'importance des champs de la recherche et des universitaires. Aujourd'hui, un projet européen qui n'a pas d'universitaire dedans, je pense qu'il a peu de chances d'être récompensé. Entourez-vous pendant la candidature, discutez avec d'autres porteurs de projets. Et un dernier appel, et je te laisse la parole, Carole, pour conclure. Je vous rappelle, c'est une subvention européenne, c'est de l'argent public, ce n'est pas du sponsoring. C'est-à-dire que l'argent, il doit être utilisé à des fins précises. Et il ne va pas permettre de réaliser des bénéfices pour vos organisations. C'est de l'argent. Il y a des vraies dépenses en face à mettre. Ça paraît être une évidence, mais je me permets quand même de le rappeler. Mais je crois que c'est important et ça fait le lien aussi avec la gestion parce qu'une fois que vous l'avez écrit, on vous souhaite de l'avoir. Et juste avant de vous donner quelques conseils pour rebondir sur ce que disait Gurvan, s'entourer, c'est important. Effectivement, la gestion de l'argent et le fait de se dire finalement tout était lié par rapport à la présentation parce que si on met autant de temps dans la préparation, c'est qu'on considère que c'est un investissement stratégique pour l'organisation, raison pour laquelle on va sur ces financements-là. Et ça explique aussi le lien avec le financement public et le fait qu'il y aura un vrai reporting à faire à la fin. Donc, une fois qu'on se retrouve face à la gestion des projets, en fait, le leader de projet reçoit la subvention dans son entièreté, et je mets des guillemets parce que souvent, il faut l'avoir en tête aussi. Il y a 70% qui sont versés au début du projet,
et 30% qui seront versés à la fin, une fois que le rapport est validé. Donc, on ne reçoit pas dans son ensemble les budgets. Mais le leader reçoit et après charge à ce leader de redistribuer aux différents partenaires. Donc ça, c'est aussi un élément important. Les étapes clés, pour moi, la commission a son cycle de gestion de projet. D'expérience, je dirais qu'il y en a quand même 3. D'abord, le lancement, qui est vraiment très important. Vous avez certainement peut-être entendu parler des fameux kick-off. Et là, ce que je mets derrière le lancement, c'est la planification. Et dans la planification, en fait, je pourrais mettre mise à jour de tout ce qui a été prévu dans le cadre de l'écriture. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où on a soumis et le moment où le projet va réellement débuter, il y a au minimum 8 mois. En moyenne, 8 mois sur les projets sport. Autrement dit, et encore plus aujourd'hui, la réalité, elle a pu changer énormément de ce qui est possible de faire. Donc, c'est important de prendre le temps de regarder à nouveau le plan de travail qu'on avait prévu et de le mettre en lien avec la réalité, tout ça avec les partenaires. S'assurer aussi de prendre le temps que les partenaires connaissent leur engagement et les règles du jeu. Donc, ce lancement, je dirais que c'est les 2 à 3 premiers mois du projet, en particulier sur des projets qui durent 3 ans. On prend vraiment le temps de poser les choses. On rentre ensuite dans la phase qui est plus intéressante, l'exécution, la gestion du projet. Et là, quelques infos clés. Gérer le facteur humain. On travaille avec des organisations, mais à l'intérieur de ces organisations, c'est les personnes qui sont là. Donc, on a tous des cultures différentes. C'est l'intérêt des projets européens. Mais il faut l'avoir en tête et c'est important de garder ce dynamisme. Suivre et ajuster le plan d'avancement, donc avoir clairement des outils et savoir où on en est par rapport à notre exécution. S'efforcer d'anticiper les risques. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément très simple, mais en tout cas, tous les événements qu'on a dû repousser, etc., c'est des choses à avoir en tête. Et là, ce n'est pas noté, mais quelque chose d'important, c'est du coup être dans la totale transparence et dans la communication avec votre gestionnaire de projet au sein de l'agence exécutive. Le tenir informé de ce qui se passe et pas attendre la fin. Ne pas oublier de promouvoir le projet, de bien utiliser les règles. Donc, exemple type, là, sur le PowerPoint, vous avez peut-être vu en bas le co-funded by. C'est une obligation. Ça paraît logique. Ça serait la même chose dans le cadre d'un sponsoring où on mettrait les logos de nos partenaires. Là, on a un financement de la Commission européenne. On s'engage aussi à le promouvoir, à le mettre en avant. Et puis surtout, collecter régulièrement les éléments administratifs, feuilles de temps, etc. Je ne vous donne pas toutes les infos, mais l'idée, c'est de ne pas attendre la fin du projet pour se dire « Ah mince, il nous faut ça pour justifier de ce qu'on a fait ». La dernière phase qui est tout aussi importante, clôturer le projet. Donc, vous l'avez vu dans les présentations de projets qu'on a fait précédemment avec Gurvan, nous, la clôture, on l'anticipe déjà au sein du projet avec la partie héritage. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la partie administrative de clôture où on fait le compte-rendu et on rend les comptes à la Commission européenne. On s'efforce d'anticiper la suite. Encore une fois, c'est un investissement, c'est un enjeu stratégique pour les organisations. Du coup, ça a du sens de ne pas se dire uniquement en termes administratifs, on fait le bilan, mais aussi en termes stratégiques. Quelques petits points sur le bon état d'esprit. J'ai vu dans les réponses au questionnaire que la plupart d'entre vous n'avaient pas été ou n'ont pas encore l'expérience d'un projet. Et je sais que souvent, on se dit, ça me paraît compliqué, ne serait-ce que l'écriture. Et une fois qu'on est dans la gestion, ça paraît compliqué aussi. En fait, le bon état d'esprit, c'est de justement éviter les 2 situations qui sont mises en avant là, et donc faire en sorte qu'on débute le projet en ayant anticipé tout ce dont on aura besoin. On ne veut pas se retrouver comme la personne qui est là sur les toilettes. Tout ça pour vous dire que oui, ça peut faire peur, mais si on a fait un travail en amont, il n'y a pas de raison, notamment pour nous Français, parce qu'en fait, les règles administratives, elles sont quand même assez proches de ce qui va être fait sur des subventions françaises en termes de documents comptables qu'on doit rendre, par exemple. Donc oui, il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas à anticiper. Le Covid, personne ne l'avait anticipé et du coup, on doit travailler plus et on est tous ensemble. C'est l'intérêt du projet. Donc, ne pas avoir peur de ces projets. Un dernier point, un dernier conseil qui me paraît vraiment important sur la gestion des projets. On est sur des projets interculturels, multiculturels. Et donc, ne jamais oublier qu'on a tous des perspectives différentes.
tous des expériences différentes et du coup, c'est important de prendre le temps d'échanger avec les partenaires, de s'assurer d'une compréhension commune. C'est pour ça que je disais la phase de lancement et également la phase d'écriture, Gurvan a assez insisté là-dessus. Prenons le temps de clarifier les différents points et de voir où on se tient et à quel endroit. Voilà, pour faire très court sur ce qu'on peut dire, on aurait plein d'anecdotes à donner. Gurvan, je vois que tu veux rajouter quelque chose, je Je te veux rends juste la main. rebondir justement sur ce que tu dis et peut-être conclure et après on donnera la parole aussi à Aurélie. Nous, franchement, les projets européens, on s'est lancé dedans un peu avec de la folie quand même. On ne savait pas trop dans quoi on allait, vers quoi on allait. Ça a complètement transformé notre organisation et la manière dont elle est perçue au niveau européen. On fait partie aujourd'hui, par exemple, des top partenaires de la Semaine européenne du sport. On était inconnu il y a 5 ans de la Commission européenne. Aujourd'hui, on est un partenaire reconnu. Quand on parle de sport et entreprise, souvent, et le plus souvent, on s'adresse à l'EFCS. Donc ces projets, ils nous apportent énormément parce que les petites étoiles jaunes de l'Union européenne et le drapeau de l'Union européenne, c'est un prestige énorme. Et quand on monte des projets, on est regardé différemment quand on dit que le projet il est soutenu par la Commission européenne. Et ça, on l'a constaté notamment lors de notre événement à la Défense. C'est vraiment un gage de crédibilité et un gage de sérieux. Ça nous permet aussi vraiment de beaucoup apprendre des autres, comme l'a dit Carole. Ce côté multiculturel est extrêmement intéressant. Et nous, parce qu'on est aussi lié à la Fédération française de manière assez forte, il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on observe dans les autres pays. On ne réinvente pas le sucré encore une fois et on les fait venir et on les adapte dans notre propre pays. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, il y a quand même un intérêt, c'est aussi le financement. C'est-à-dire que la conférence, par exemple, qu'on a organisée à la Défense, on n'aurait pas pu organiser une conférence de cette qualité-là avec nos propres fonds. Donc oui, c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est difficile, mais non, c'est pas impossible. Voilà, pour un petit peu conclure et peut-être maintenant attendre vos questions. Mais Aurélie, je ne sais pas, tu as peut-être 2-3 mots à dire avant qu'on laisse nos invités poser Merci leurs beaucoup. questions. Effectivement, j'ai peut-être quelques compléments à apporter. Juste repréciser peut-être justement qu'est-ce que c'est que le point national d'information Erasmus Plus Sport pour ceux qui se posent la question, parce que tu faisais allusion au nombre de pages et de relectures de vos projets que j'ai pu faire dans le passé, mais c'est avec un grand plaisir quand je vois aujourd'hui que les résultats de Swing ou de Wax. Le Point national d'information, il a été créé en 2015 à l'initiative du ministère des Sports pour justement accompagner les porteurs français dans leur démarche de dépôt de candidature à Erasmus Plus Sport, qui reste un appel à projet centralisé à Bruxelles. Donc l'idée, c'était un petit peu de faire sauter le verrou psychologique et un petit peu de booster les candidatures françaises. Donc, pour être rapide, j'ai un rôle un petit peu de consultante gratuite dans le montage des dossiers. Donc ça va de l'information, faire circuler l'information en France, à l'accompagnement des projets, donc à la fois vérifier avec vous si vous avez des idées, l'éligibilité, vous orienter et même relire les projets en apportant correction, et puis aussi valoriser les projets français lauréats. Donc c'est vrai que les demandes sont croissantes et c'est très intéressant de voir qu'en France, on commence bien à se saisir du volet sport. On reste dans le top 10 des lauréats sur le champ européen. Donc c'est bien. Quelques petits compléments, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Sur l'aspect ici, c'était un focus sur Erasmus Plus, sur un grand projet. Donc ces projets vraiment de grande envergure scientifique de 1 à 3 ans et jusqu'à 400 000 € de subvention, d'où le prestige des partenaires que vous présentiez, côté universitaire que tu mettais en avant, Gurvan, mais il y a aussi un échelon de projet un peu plus, qu'on appelle des petits projets, qui sont souvent donc la bonne porte d'entrée, comme tu disais, et qui là ont été clairement désignés par la Commission européenne pour les clubs ou les structures à ancrage local, donc idéal pour ceux qui veulent débuter, qui sont un peu moins lourds.
Donc ça, ne vous arrêtez pas du coup à un projet Erasmus+ Sport, c'est forcément créer une certification européenne ou un label. Il y a aussi des projets dont le but c'est d'aller voir chez le voisin comment ça se passe, les questions d'arbitrage, de l'escrime déficient visuel, et puis de faire un mini guide PDF pour harmoniser la pratique entre 3 petits clubs. Donc voilà, il y a aussi différents niveaux parce qu'il faut que ça puisse concerner tout le monde, Erasmus+ Sport. Les bons réflexes effectivement à avoir, c'est déjà, avant de se lancer dans un projet Erasmus+ Sport, partir d'un besoin, d'un manque. Vous l'avez dit, on est parti du fait que sur Swing, il n'y avait pas suffisamment de femmes dans la direction des organismes sportifs en Europe. Or, les États-Unis ont quelque chose à nous apprendre. On part sur le fait qu'il y a une absence de certification européenne, donc ça veut dire qu'on a une marge de progression à faire. Ça, c'est vraiment le réflexe. Est-ce que vous avez identifié un manque, un besoin, une faille, et vous avez envie de travailler à plusieurs pays pour le faire? Donc ça, d'où l'idée que si jamais vous avez un projet qui est récurrent et que vous souhaitez faire financer par Erasmus+ Sport dans une optique un petit peu de diversification des fonds, c'est pas forcément la bonne approche. Donc voilà, et sinon, que dire d'autre? Effectivement, l'importance de la diversité des partenaires, chercher des gens avec qui on n'est pas habitué à travailler. Justement, c'est ça l'Erasmus, c'est aussi un petit peu être secoué dans ses habitudes et les mentalités. Et puis, j'appuie sur le fait que la maturité d'un projet, on a fait une enquête statistique cet été auprès des porteurs, et c'est quand même entre 3 et 6 mois de montage pur, au-delà aussi de la réflexion en amont, est-ce que je me lance dans un projet, etc. Et l'importance aussi de l'impact d'un projet dans une Erasmus, dans une organisation, et vous l'avez dit, c'est le côté stratégique. Vous, ça vous a permis, Fédération du sport entreprise, de grandir à échelon européen. C'est vrai que du coup, ça amène la lumière sur une structure. Vous rejoignez un petit réseau d'organismes à échelon européen. Et si ce n'est pas dans vos objectifs de développer les actions européennes dans votre organisme, posez-vous la question aussi. Si ce n'est pas cohérent, si ce n'est pas dans vos priorités sur les prochains mois à venir. Voilà, je ne vais pas dépasser plus longtemps, mais sachez juste que voilà, je suis disponible pour vous aider et pour vous accompagner concrètement et relire vos dossiers. Après, voilà, 300 pages, ce n'est pas la norme. Je reprécise quand même, hein, c'est plutôt sur les petits projets, on est entre 30 et 60. Et après, la norme sur les grands projets, c'est 100 pages maximum et qui peuvent être rédigés en français. Il ne faut pas effrayer tout le monde. Voilà. Non, peut-être de toute façon, on va donner la main à tout le monde. Merci beaucoup Aurélie pour ces éclairages. Oui, vraiment l'objectif qu'on a aujourd'hui avec Gurvan, c'est pas de faire peur, mais bien l'inverse, de montrer qu'on est là pour faire des partages d'expériences et pour aider, pour accompagner. Et sur l'écriture en français, il y a différentes, c'est possible, et évidemment, il faudrait pas se fermer les portes par rapport à ça. Notre conseil, la raison pour laquelle on tend vers l'anglais, c'est pour faciliter la démarche par la suite. Mais sur les petits projets, si c'est un projet qui est entre pays francophones, par exemple, ça a du sens, et on en revient toujours à ce qui a été précisé, c'est quelle est la stratégie, quel est l'objectif, quel est le besoin. Et à partir du moment où ça fait sens de l'écrire en français, parce que ça sera la langue de travail par la suite, alors là, oui, il faut y aller, et c'est recommandé. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? J'en ai pas vu dans le chat. Donc, on est là, profitons-en, on a encore quelques minutes. On ouvre les micros, on ouvre le chat pour vous, que ce soit pour Gurvan, pour Aurélie. Voilà. N'hésitez pas. Moi, j'avais une question pour vous deux. Ah bah non, il y a une question très bien. De Guillaume, sinon. Je vais laisser Guillaume poser sa question. Oui. Donc, Guillaume, je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro pour la poser, mais sinon, on peut te donner un élément de réponse. Sur Erasmus+, Aurélie, tu me confirmeras, mais la réponse est non. Erasmus+ ne va pas permettre la construction d'un équipement sportif. C'est vraiment la genèse d'Erasmus, c'est quand même, on a tous cette idée de l'auberge espagnole, de la partie étudiante, de l'échange de bonnes pratiques, etc.
Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement pour les étudiants et les universités, c'est ouvert à beaucoup d'autres secteurs, mais on a toujours cette idée d'échange et d'éducation. Et sur les équipements, il y a d'autres fonds européens qui existent, mais Erasmus+ n'est clairement pas la bonne ligne budgétaire. Il y a par exemple pour... pardon, Aurélie, vas-y. Non, je disais juste Erasmus+, pour retenir, c'est vraiment la circulation des idées, de la matière grise. Aller dans un autre pays, voir ce qui se passe. Et donc, sur la construction des équipements, c'est plutôt les fonds structurels, FEDER notamment, mais à condition que, par exemple, ça soit dans une optique développement durable ou autre, souvent, la plupart du temps, pour faire raccourcir les fonds structurels en une phrase. Et il y a également la possibilité, certaines lignes budgétaires qui sont débloquées par la Commission européenne. C'était notamment le cas cet été. Il y avait un appel à projet qui était fait sur Grassroots Sport et Innovation, où dedans, il y avait la possibilité de financement de construction d'équipements et de matériel sportif. En l'occurrence, cet appel à projet, malheureusement, Guillaume, est clos. Mais peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres lignes budgétaires. Mais sinon, c'est vrai que sur les équipements, comme l'a dit Aurélie, je vous invite à aller plutôt sur les fonds structurels. Et là, je passe mon tour. Traduction, c'est une autre machinerie et c'est plus compliqué. Et il y a d'autres personnes qui seront mieux à même que nous de vous accompagner et de vous répondre. Par contre, sur les fonds structurels, du coup, c'est souvent des guichets régionaux et il n'y a pas obligation de faire des partenariats européens. Donc, ça peut rester du franco-français. Là, c'est tout un autre format de projet. Enfin, voilà pour les réponses. Aurélie, je crois que tu avais une question tout à l'heure. On va attendre de voir s'il y en a d'autres dans le chat, mais n'hésite pas. Peut-être ça lancera les choses aussi. Merci, Guillaume. C'était souvent la question qui revenait, et c'est un point un peu faible de nous Français, c'est la recherche des partenaires. C'est souvent la première étape un peu décisive pour se lancer. Et les gens ont des idées, je veux faire un projet, j'aimerais progresser sur telle thématique, mais je ne sais pas avec qui monter. Est-ce que vous auriez je le sais, des bonnes pratiques à partager ou des méthodes? Comment vous faites pour cela? Alors, je te laisse commencer. Ouais, je vais commencer sur l'expérience Swing. Alors déjà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une échelle de temps, parce que ça permet d'aller chercher et de réfléchir aux partenaires qu'on voudrait avoir. 1, ceux qui nous inspirent. 2, ceux qui vont être complémentaires avec nos propres expériences ou expertises. Et 3, ceux qui vont amener un plus. Pour Swing, en l'occurrence, on a fait un mix de partenaires avec qui on avait déjà l'habitude de travailler et d'autres dont on savait qu'ils apporteraient une énorme plus-value. Quelques exemples. L'Université de Copenhague, on n'avait jamais travaillé avec eux particulièrement, mais on est allé les chercher parce que Gertrude Pfister est une des personnes qui est reconnue au niveau européen sur la question du genre et des femmes dans le sport en particulier. Donc, on est allé leur demander et elle nous a accompagnés pour trouver aussi la personne qui aujourd'hui est encore plus porteur de projet au niveau de l'Université de Copenhague. On est allé chercher les partenaires américains avec toute une histoire derrière. C'était l'expérience que j'avais avec eux et je souhaitais pouvoir gagner du temps sur leur expérience de mentorat et d'empowerment. Là, je suis désolée de parler en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction possible. Souvent, on va dire l'autonomisation. Mais quand il s'agit de questions de gouvernance, la partie pouvoir est forcément importante. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve sur la version anglaise, empowerment, et qu'on ne retrouve pas dans un mot français. Bref, c'était mon aparté. Sur le partenaire américain, on allait chercher parce qu'ils avaient une expérience précise avec un programme qu'ils ont mené, qui a déjà eu beaucoup de certifications, d'awards, etc. Donc, c'était important de les avoir pour gagner du temps. Et puis, enfin, on a les femmes, les groupements de femmes chefs d'entreprise ou représentantes de très haut niveau au niveau du business. Et ça, c'était important pour nous de les avoir parce que c'est un modèle particulier qu'on a mis en place dans Swing et qui fait évidemment écho à la posture de la Fédération française qui est de lier et le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et donc, c'était important pour nous de les avoir. Donc, comment on va les chercher? Eh ben, certains, on les connaît, on les identifie, et d'autres, eh ben, on tente notre chance parce qu'on a pris le temps en amont de les identifier et de pouvoir leur présenter les choses. C'est aussi comme ça qu'on a réussi à avoir la Fédération européenne de hockey. D'une petite recherche, on trouve très facilement, alors là, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule fédération olympique européenne présidée par une femme.
et ben, on n'avait aucun lien avec eux, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai échangé avec Marischke, la présidente. Il se trouve que par chance, par alignement des planètes, ça tombait dans leur stratégie à eux également de travailler sur cette question. Donc je dirais être stratégique et oser, ce qui demande d'avoir un peu de temps. Là-dessus, je te rejoins fortement, Carole. Il faut oser parce que d'autres vont oser à votre place. Je vais prendre l'exemple de nos amis italiens. Je le prends souvent en exemple, Aurélie, quand on a des apartés entre nous. Au Sport Info Day, qui est un peu cette grande messe d'Erasmus, on a des sortes d'agences ou d'agents représentants d'organisations sportives. Donc, ils arrivent, ils ont 20 cartes de visite représentant les 20 organisations qu'ils représentent. Et c'est distribution de cartes de visite à tout va, est-ce que vous voulez faire partie du projet, etc. etc. Je ne suis pas persuadé que cette méthode soit la meilleure pour avoir des partenaires fiables et que le projet, une fois qu'il sera récompensé, fonctionnera. Donc, je vous dis ce qui peut arriver, mais encore une fois, ce n'est pas ce que je partagerai comme méthode. Moi, par exemple, ce que je m'impose dans les constructions de consortium, et ça rejoint un petit peu aussi ce que Carole disait, c'est d'avoir la moitié de personnes qu'on connaît ou qui connaissent Erasmus, et de s'imposer par contre d'avoir la moitié que l'on ne connaît absolument pas et avec qui on n'a jamais travaillé. Parce que c'est justement ce qui fait toute la richesse. Et il y a aussi dans la construction d'un consortium, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir les catalogues en ligne qui s'appellent les compendiums, un mot un peu barbare que je ne saurais traduire en français. Compendium. Compendium, c'est français, ben voilà. Donc, du coup, c'est latin en fait. C'est moi qui suis bête. Et nous, par exemple, on avait identifié dans notre projet WAC que l'on avait besoin d'une chambre de commerce. On avait des réseaux en Allemagne, on avait des réseaux en Pologne, mais pour diverses raisons, on n'arrivait pas à avoir cette chambre de commerce qui était vraiment très importante pour nous pour avoir le monde de l'entreprise qui serait représenté. Et ben, on a vu que la chambre de commerce de Corinthe avait par le passé participé à des projets européens. Ben, ensuite, comme dit Carole, ben, il faut juste oser. Hein. C'est un petit envoi de mail, est-ce qu'on peut s'appeler et que je vous présente le projet. Et puis, c'était parti. Et aujourd'hui, nos collaborations avec la Chambre de commerce de l'Outraki, pour être précis, la Chambre de commerce de Corinthe, bah, elles vont beaucoup plus loin que les appels à projets européens. On a des partenariats avec la Chambre de commerce grecque et ça nous a beaucoup apporté. Donc, vraiment, il faut oser. Et il y a des outils, encore une fois, qui sont à votre disposition. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va laisser une dernière chance. On a déjà débordé un petit peu, donc merci à tous d'être restés. J'espère que c'était important. J'ai mis ce slide-là avec nos contacts. C'est pas pour couper court à la discussion. Si vous avez une dernière question, on la prend avec plaisir. C'était simplement pour s'assurer que vous puissiez les récupérer. On vous enverra le lien vers le replay et j'insérerai également dans le mail l'adresse, enfin en tout cas les contacts d'Aurélie, si tu m'y autorises Aurélie, voilà, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Est-ce qu'il y a une dernière question ou un dernier commentaire? J'espère que tout le monde a accès au chat, mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup Aurélie et Gurvan d'avoir été là. Merci à vous deux d'avoir lancé cette initiative. Sur les Erasmus Days, c'est la première fois qu'il y a vraiment des événements labellisés sport. Et je trouvais ça très important d'avoir un retour d'expérience de vos beaux projets qui montrent comment, d'un cadre un peu aride, on peut arriver à faire des beaux projets humains qui permettent vraiment l'échange des idées et de faire progresser un petit peu les discussions sur la politique européenne du sport. Donc, merci à vous d'avoir pris l'initiative. Et puis, je crois que ce n'est pas que la seule échéance que vous organisez. Exactement, il y a un autre rendez-vous demain, même heure de début, hein, ne venez pas à 14h30, ça sera fini, mais on rassemble d'autres porteurs de projets sur la question des femmes, de la place des femmes dans le sport et on échange sur nos différents enseignements ou ce qu'on a pu en retenir, donc ça sera avec grand plaisir là-dessus. Voilà.
Je suis en train de regarder si dans le chat, il y a des questions. Tout le monde dit merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. On vous enverra le replay. Et on va finir, je crois, sur le mot que tu as mis en avant, Aurélie, parce qu'on ne l'a pas dit, mais j'ose espérer que ça s'est ressenti, l'humain. Au-delà de la stratégie et des financements, je crois que ce qui nous pousse, Gurvan, tu me diras si je me trompe et si je parle que pour moi, mais ce qui nous pousse à travailler et à s'investir sur ces projets européens, c'est l'humain. Vraiment. Ouais, et pour conclure sur ta conclusion, comme ça on conclura vraiment définitivement. Moi j'insiste, au-delà de l'humain, c'est vraiment aussi, il y a un côté hyper sympa et hyper convivial dans ces projets européens. Les partenaires européens que l'on rencontre, ça devient un peu plus que des collègues parce que pendant 3 ans, vous allez quand même les côtoyer assez fréquemment. Et il y a beaucoup de meetings qui sont organisés, et notamment des comités de pilotage, tous les 4. Par exemple, nous, on en a à peu près 3 par an, et on s'efforce de les faire dans chacun des pays ou des villes dans lesquelles les partenaires sont. Et c'est super enrichissant d'aller voir. Moi, j'ai pu visiter quelques pays que je n'aurais pas pu visiter pour le coup. On essaye, nous, à chaque fois, en plus, d'avoir un petit temps de convivialité avec une découverte pendant 1 heure ou 2 de la ville. Et sincèrement, ça fait aussi partie du jeu, moi, je trouve. C'est un peu le côté auberge espagnole des programmes Erasmus+, qu'on en parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse des programmes. Donc, je ne dis pas que le programme Erasmus sert à voyager gratuitement, c'est pas ce que je veux dire. Et puis, de toute façon, en ce moment, il ne sert pas à voyager puisque là, l'année est un petit peu particulière. Donc, on a hâte de pouvoir reprendre aussi des réunions et de revoir nos partenaires en physique parce que la visio ne remplace pas le physique. Voilà. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents jusqu'au bout et j'espère que ça vous servira et n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien. Sur ces mots de sagesse et de convivialité, on va terminer. Et très bon après-midi à tous. Peut-être à demain, ça sera avec plaisir.